On va reprendre. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence de la communauté 3D bâtiments et territoires. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule Terra Mobilita, cartographie 3D de la voirie et de l'espace public urbain, accessibilité et circulation douce. Pour traiter ce sujet aujourd'hui avec nous, trois intervenants. Donc Monsieur Luc Frociel, responsable R&D à OneSpatial, Monsieur Nicolas Paparoditis, directeur scientifique et directeur des programmes de recherche à l'IGN, et enfin à côté de moi Monsieur Olivier Jonas, directeur TechDev. Avant de laisser la parole à Monsieur Jonas pour vous présenter l'introduction de cette conférence, je vais vous rappeler le déroulement organisationnel de cette dernière. Donc, au cours de cette conférence, un premier temps de pause est prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dès le début. Nous ferons volontairement une interruption dans la présentation pour commencer à répondre à ces premières questions. Puis nous finirons la présentation et un deuxième temps d'échange à la fin de la conférence aura lieu avec vous participants à distance. Pour cela, je vais vous passer tout de suite la page. La possibilité de chatter avec nous via le petit module en bas de votre écran qui s'appelle donc Posez vos questions ici. Voilà, mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous laisser la parole, Monsieur Jonas, pour l'introduction et puis pour ajouter des éléments si j'en ai oublié. Bonne conférence. Merci. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui un projet de recherche et développement qui est en cours, qui s'appelle Terra Mobilita, qui est un projet qui est commencé depuis 2 ans et qui va se terminer au printemps, à l'été de l'année prochaine, mi-2015. C'est un projet qui est porté par un consortium que vous voyez sur la première diapositive qui vous est présentée. On va revenir dessus après. Qui est assez, il y a beaucoup de partenaires, avec des partenaires avec des fonctions assez complémentaires. Et c'est un projet qui a été financé au FUI, au Fonds unique interministériel, qui a été donc retenu par la DG6, Ministère de l'Industrie, BPI France, et qui est financé également par des collectivités territoriales, la région Île-de-France et la ville de Paris. Doublement labellisé, je termine sur cette première planche de présentation, doublement labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital et le pôle Advent City. Voilà, donc le projet Terra Mobilita porte sur la cartographie 3D de la voirie et de l'espace public urbain. L'objectif, c'est de reconstituer des scènes 3D, des modèles 3D urbains de manière très détaillée. L'objectif initial du projet, c'était d'avoir un détail de l'ordre du centimètre au niveau de cette voirie élastique, afin de proposer, notamment aux opérateurs urbains et aux gestionnaires de l'espace public, de nouveaux services, en particulier autour de l'accessibilité de l'espace public. C'est la diapo suivante. Voilà, donc ce projet Terra Mobilita, c'est un projet qui s'inscrit à la suite de plusieurs projets de recherche et développement, dont le plus ancien a été engagé il y a 5 à 6 ans, qui s'appelait Terra Numerica. Donc tous ces projets sont terminés aujourd'hui. Ce premier projet de recherche et développement qui avait été monté au départ par Thales, qui fait aussi partie là du consortium du projet dont on vous parle, visait à modéliser en 3D des grandes bases de données urbaines à moindre coût avec des processus automatisés, travaillant notamment à partir des photographies aériennes. Ensuite, il y a eu un second projet qui a suivi, Terramania, porté par Starapic, qui est devenu maintenant OneSpatial, qui visait à développer un système d'information géographique en 3D. Donc ce projet a donné lieu à un produit qui s'appelle Elix3D. Un troisième projet a suivi Terra Dynamica, qui était monté à nouveau par Thales, avec aussi un consortium à chaque fois de plusieurs partenaires, qui visait à peupler ces bases de données urbaines 3D qui autrement sont vides, à les peupler par des agents qui sont des voitures, des piétons, afin notamment de pouvoir faire des simulations de flux et de trafic dans la ville. Voilà les 3 projets qui sont tous les 3 terminés, qu'on appelle les projets Terra X, et le projet donc Terra Mobilita qui est en cours aujourd'hui, qui a été labellisé au FUI 11, donc au Fonds unique interministériel 11 il y a 2 ans à peu près. Lui porte sur l'espace public urbain qui n'était pas du tout traité dans ses précédents projets,
afin de développer des services vraiment axés sur la gestion de cet espace public, du mobilier urbain, l'accessibilité de l'espace public. On va revenir en détail après sur ces différents services qui sont l'objectif du projet. Alors, peut-être là, il y a une... Pardon. Ouais, voilà, donc peut-être dans les mots-clés que je n'ai pas dit pour l'instant, donc il y a relevé laser mobile, puis mobile mapping, donc qui est au centre du projet et sur lequel les autres intervenants donc, vont revenir. Luc Frossiel et Nicolas Paparodietis vont revenir de manière beaucoup plus précise. Et les nouveaux services donc, que j'ai déjà évoqués, je vais pas revenir sur cette diapositive, on peut peut-être passer à la diapo suivante. On voit ici le consortium qui est réuni pour travailler sur ce projet de recherche et développement. Donc le chef de file, c'est une PME, donc Starapic aujourd'hui One Special, et qui travaille notamment sur une partie du projet qui sont les applications et les services qui sont développés à partir des technologies de mobile mapping qui sont travaillées par ailleurs. Deuxième partenaire, l'IGN, qui travaille sur les volets d'acquisition 3D laser mobile, détection de changement, une application web de visualisation qui s'appelle iTunes, sur lequel on va revenir. Mency Trimble travaille sur tous les aspects d'acquisition 3D laser mobile, de modélisation 3D semi-automatique. L'école des mines, avec deux labos qui interviennent, le CAOR et le labo CMM, qui travaillent sur des problématiques d'acquisition 3D, aussi laser mobile, de segmentation et de recalage 3D, et Thales qui intervient sur la génération procédurale de voirie pour reconstituer donc de l'espace public quand les relevés 3D n'ont pas permis d'avoir suffisamment de détails. Interviennent également aussi, notamment sur le champ des services et des applications qui sont développées, le cycle d'urbanisme de Sciences Po, le CEREM sur les questions d'accessibilité. Le CEREM, c'est une association qui travaille sur les questions d'accessibilité urbaine pour les personnes à mobilité réduite. Et puis Cityway, filiale de Transdev Veolia, qui intervient sur les mobilités douces et le calcul d'itinéraire pour les personnes à mobilité réduite ou les vélos. TechDev, donc, intervient en coordination du projet pour le compte des partenaires. Voilà, je vais peut-être dit un petit peu là-dessus sur la première diapositive tout à l'heure. Donc, doublement labellisé par deux pôles de compétitivité. Cap Digital, c'est le pôle des contenus numériques en région Île-de-France. C'est un pôle d'envergure mondiale. Advanced City, c'est un pôle qui est centré sur les technologies autour de la ville et de la mobilité durable. Donc, le projet a été retenu et labellisé par ces deux pôles et il est financé par l'État, donc via BPI France et le ministère de l'Industrie, la DG6, et puis deux collectivités territoriales, la région Île-de-France, la ville de Paris. Alors, autre point qu'on peut souligner sur ce projet de recherche et développement, qui a donc une partie technologique assez importante, mais il a été l'objectif dès le départ a été d'expérimenter sur le terrain, en cours de projet, les démonstrateurs qui sont prévus, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, avec au départ deux collectivités associées au projet, la ville de Paris et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la Casquille, et puis plus récemment une autre collectivité qui a souhaité également qu'on fasse des tests et des bêta-tests et des expérimentations à partir des démonstrateurs qui sont développés sur une des communes de son territoire, donc c'est l'île Métropole, l'agglomération de l'île Métropole. Voilà, on voit ici une illustration juste pour introduire, parce qu'on va revenir de manière beaucoup plus précise sur les travaux de recherche et développement juste après. Juste une illustration pour montrer un petit peu la problématique. L'objectif, comme je disais tout à l'heure, du projet, finalement, c'est de reconstituer des modèles 3D détaillés de l'espace public qui permettent ensuite de proposer, de développer différents types d'applications à partir de ce modèle de 3D de l'espace public, dont vous voyez une illustration ici sur le territoire de la Casquille. Et l'acquisition est faite à partir de différents types de véhicules, si on parle mobile mapping, donc soit des véhicules routiers, comme on voit ici, avec des véhicules qui s'insèrent dans le trafic automobile, comme on voit sur la droite, soit des chariots, c'est un prototype qu'on voit sur la gauche,
des chariots motorisés qui permettent de monter sur les trottoirs et de venir faire des relevés 3D sur des zones qu'on ne peut pas avoir à partir de la voirie centrale parce qu'il y a des véhicules en stationnement par exemple, ou des arbres ou des poubelles qui gênent. Et ces petits véhicules permettent donc de compléter les relevés 3D. Et donc, différents services de gestion en ligne et en 3D de la voirie et des mobiliers urbains. L'objectif, enfin la cible de tous ces services, ce sont les gestionnaires techniques de l'espace public, les opérateurs urbains, les opérateurs de mobilier urbain, les urbanistes, les architectes, donc ils vont pouvoir utiliser les différents applicatifs qui sont proposés à partir de deux plateformes sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Une première plateforme qui était un SIG 3D, Helix 3D, donc qui est mise en place par One Special, et puis une deuxième plateforme de services en ligne, qui est un portail qui va permettre d'accéder à une base de données 3D partagée. Donc il y a iTunes qui est mise en place par l'IGN, avec différentes applications, mais sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Voilà. Une diapositive était un petit peu compliquée là, mais juste peut-être en synthèse de cette diapositive, ce qui nous a mobilisé pour monter ce projet il y a 2 ans. Alors d'une part, c'était l'obligation pour les collectivités de faire des diagnostics d'accessibilité. Et donc il y avait ici, nous semblait-il, une utilisation possible de modèles 3D détaillés comme ceux qui sont fabriqués dans ce projet pour cette application en particulier. Et puis une autre des démarches, un autre objectif, c'est de reconstituer, comme je disais tout à l'heure, ce modèle 3D de l'espace public avec une précision centimétrique à moindre coût, puisque ces véhicules dont on parlait à l'instant, et on va revenir sur les technologies d'acquisition 3D, ces véhicules, évidemment, font de l'acquisition et produisent des nuages de points à un coût bien moindre que des relevés terrain qui sont souvent partiels, faits par des géomètres. Ici, on a une modélisation de l'ensemble, une reconstitution 3D de l'ensemble, qui permet ensuite de développer de nombreux services, comme ceux qu'on illustre dans les démonstrateurs qui sont inclus dans le projet. Je crois que c'est la dernière diapositive de l'introduction. Donc, on ne reviendra pas sur le découpage du projet de R&D. Vous voyez ici les différents sous-projets avec les responsables pour chacun de ces sous-projets de recherche et développement. Par contre, les enjeux techniques qui sont liés à chacun de ces sous-projets, qui sont des briques technologiques qui sont développées dans le projet, vont être maintenant détaillés dans un tout premier temps par Nicolas Paparoditis sur les problématiques d'acquisition et de recalage. Donc le premier lot technique concerne toutes les méthodologies, les technologies d'acquisition et de recalage. Donc dans le projet, nous développons un ensemble de systèmes de collecte complémentaires. Alors, ils n'ont pas tous développé à partir de zéro, il y en a certains qui existaient déjà préalablement, que nous avons enrichis, nous en avons également développé d'autres pour être capable d'avoir des technologies d'acquisition qui vont permettre de répondre à des besoins variés, à des cas d'usage variés en termes applicatifs. Donc là, vous voyez des véhicules sur l'eau qui sont plutôt lourds, qui sont des véhicules de numérisation mobile, hein, qui sont lourdement équipés. Et vous voyez en dessous des véhicules plus légers qui vont pouvoir aller sur les trottoirs, mobiles pour celui qui est tout à gauche, poussés par un opérateur pour celui qui est au milieu, qui vont permettre d'être un peu plus flexibles, permettant d'aller sur les trottoirs, dans les espaces verts ou les espaces ouverts au public. Donc là, vous voyez sur le diagramme en triangle que, bien entendu, chacun de ces systèmes a des avantages en termes et de productivité ou de précision et densité et en termes de flexibilité. Et bien entendu, chacun de ces systèmes va être dédié particulièrement à certaines tâches. Et l'idée que l'on a aussi dans le projet, c'est d'être capable de voir comment on peut mettre en place des filières de collecte de données complémentaires, par exemple, où les gros véhicules vont numériser peu souvent, mais très précisément,
de manière très précisément. Et par contre, des petits véhicules, des systèmes plus légers vont permettre, même s'ils donnent de la donnée qui va être moins précise, vont pouvoir permettre de pouvoir mettre à jour les données sur les scènes urbaines que l'on observe. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un des verrous de la collecte de données. Donc, vous voyez quelques résultats ici de ces systèmes de numérisation. Alors, sur le haut, on voit un système de numérisation statique, hein, donc un laser fixe qui est poussé par un opérateur. Donc, on fait un ensemble de stations. Je crois que sur le cas de la place de la République que vous voyez ici, il y avait une quarantaine de stations, ce qui représente quasiment 1 milliard de points, si je me souviens bien. Donc là, c'est un système donc, qui permet d'avoir une densité extrêmement grande. Vous pouvez le voir là sur la reconstruction de l'objet remarquable au centre de la place de la République, donc adapté par exemple à des applications architecturales. Par contre, c'est un système qui est poussé à la main, donc ce n'est pas aussi rapide bien entendu qu'un système de numérisation mobile. Et vous voyez le type de numérisation que l'on peut avoir en dessous avec système de numérisation mobile, où on voit l'ensemble des objets composant la scène urbaine, et bien entendu pas avec autant de détails que ce qu'on en a avec des systèmes fixes. Vous verrez des vidéos juste après qui nous permettront de voir un petit peu le contenu qu'on est capable de collecter avec ces différents systèmes. Alors on développe bien entendu, parce qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important dans cette collecte de données urbaines, on développe des technologies de géoréférencement qui vont permettre de pouvoir mettre les données dans des référentiels très précis. Hein. Alors bien entendu, on est tous au fait des enjeux DT, DICT, hein, déclaration dans son travaux, mais pas uniquement. Donc là, on essaie de voir un petit peu comment on peut utiliser ces systèmes de numérisation de mobile mapping pour pouvoir se substituer partiellement au système topographique classique. Donc il y a un enjeu, bien entendu, d'être capable de pouvoir localiser, d'avoir des données qui ont une localisation relative de l'ordre du centimètre et de localisation absolue subdécimétrique pour être capable de répondre à la majorité des cahiers des charges sur les applications urbaines. Donc vous voyez ici des résultats de méthodes et de technologies. Hein. Donc là notamment ce qu'on appelle de l'estimation de pose relative. Donc si vous faites des acquisitions fixes avec des lasers, vous allez avoir un ensemble de scans laser qui vont être indépendants. Bien entendu, on peut les recaler par un opérateur, mais bien entendu, ce qu'on cherche à développer dans le cadre du projet ici, c'est des méthodes automatiques qui permettent de faire cela sans intervention de l'opérateur pour avoir une efficacité, un taux de productivité plus important. Donc là, il y a des méthodes qui ont été développées, plusieurs méthodes qui ont été développées et comparées, notamment pour pouvoir faire du recalage de ces différentes numérisations indépendantes, utilisant des techniques basées sur l'ICP, Iterative Closest Point, qui permet de comparer de regarder la distance entre les nuages, de minimiser la distance entre les nuages, ou des techniques qui sont basées sur des primitifs. On va extraire des nuages, des primitifs 3D de manière automatique, des segments 3D, des plans 3D, et on va chercher à parier des objets homologues entre ces différentes numérisations pour être capable de calculer la géométrie relative des numérisations les unes par rapport aux autres. Donc ça, on fait pour le données statiques, comme vous pouvez le voir à gauche, mais on le fait aussi sur des données de numérisation mobile. Et là, vous voyez notamment quand on va numériser de manière mobile la ville, donc on le numérise à la vitesse normale du trafic, et souvent du fait des sens interdits, ça nous arrive de repasser plusieurs fois dans la même rue. Et bien entendu, les systèmes de numérisation utilisent des systèmes de géoréférencement direct qui mélangent GPS, centrale inertielle, odomètre. Bien entendu, vous le savez tous, que les GPS en milieu urbain ont des réceptions un petit peu compliquées parce qu'il y a des masques et parce qu'il y a des multitrajets. Donc bien entendu, c'est la centrale inertielle qui va prendre le relais pour avoir une localisation partout avec le système de numérisation mobile. Mais par contre, les centrales dérivent également. Et quand on a des durées de masque GPS qui sont importantes, on a des erreurs de localisation, sur le terrain qui peuvent apparaître. Et donc, on va passer plusieurs fois dans une même rue. On peut avoir des décalages de l'ordre de quelques centimètres à 1 mètre. Alors,
Donc là, on a besoin de pouvoir recaler de manière automatique l'ensemble de ces données en interne pour être capable de pouvoir ajuster et d'avoir toutes ces données qui vont se compléter. Donc ça, c'était pour la partie relative. Bien entendu, on développe aussi des méthodes d'estimation de pose absolue. On va recaler ces numérisations sur une référence externe. Alors là, nous avons développé dans le projet des méthodes qui permettent de nous recaler sur des plans 2D existants. Pas mal de collectivités pour lesquelles il existe déjà des plans 2D existants, voire même des modèles 3D existants qui ont été faits à partir souvent de ces plans. Et donc là, l'idée, vous voyez, on voit une trajectoire schématisée. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de déformer de manière non rigide la trajectoire du véhicule, de manière à minimiser la distance entre le plan ou le modèle 3D et le nuage de points acquis par le système de numérisation mobile, ce qui va permettre de pouvoir absorber une très grande partie des erreurs et pouvoir mettre la donnée numérisée en conformité avec le plan. Si le plan ou le modèle 3D est de très très grande qualité, donc compatible DTD-ICT, de pouvoir mettre cette numérisation en conformité avec celle-là. Il y a aussi une logique extrêmement importante également, en plus de c'est le fait de pouvoir avoir une interopérabilité importante entre le plan ou le modèle et les données. Par exemple, si vous dites, là j'ai un bâtiment, je vais sélectionner ce bâtiment dans mon système d'information géographique, dans le modèle 3D, il va vous dire, voici le nuage de points associé au modèle 3D, et donc là, on pourra développer un ensemble de services à façon pour traiter spécifiquement ces sous-ensembles de nuages de points. Donc, nous avons regardé des algorithmes de recalage sur des plans 2D ou des modèles 3D existants, bien entendu toujours dans une logique purement automatique. Nous avons cherché à le faire également pas sur des plans ou des modèles, mais directement sur la donnée numérisée. Donc là, encore une fois, par des données de type ICP, comme je l'ai décrit précédemment, pour du recalage relatif. Si la référence a été remise en absolu, sur ce recale relativement par rapport à cette référence absolue, on a aussi un recalage absolu. Et donc là, vous voyez sur l'illustration du bas, où on aura une acquisition de référence qui sera très très bien localisée en absolu, de manière subdécimétrique. Et on va extraire de cette première numérisation des aires visuelles, vous voyez des panneaux ou des marquages. Et ces panneaux ou ces marquages vont être mis ensuite dans une base de données d'aires visuelles 3D qui va pouvoir être utilisée pour pouvoir recaler des systèmes plus légers qui vont embarquer un laser ou pas forcément un laser, uniquement des images. Et on va pouvoir assurer cette localisation précise via un appariement, via ces amers. Alors, nous développons également des outils de qualification qui vont pouvoir permettre de pouvoir, pour une numérisation donnée, d'être capable de pouvoir la qualifier. Quand on va confier, par exemple, la numérisation à un prestataire, on va demander à un autre prestataire de pouvoir la qualifier. Donc là, on développe des méthodologies de comparaison à une référence. Et là, notamment, des idées, c'est de pouvoir, quand on a des modèles de numérisation mobile, de pouvoir les comparer, par exemple, à un scan fixe, de temps en temps, régulièrement, le long de la trajectoire. De ce scan fixe, on va pouvoir extraire des segments 3D, on va pouvoir extraire les mêmes segments 3D dans la numérisation mobile, et pouvoir comparer la distance entre les numérisations et pouvoir en déduire tout un ensemble de critères de qualité. Et ça, c'est très important de pouvoir qualifier cette donnée de manière très précise. Donc nous allons passer maintenant aux vidéos. La première qui est sur la place de la République, donc là vous voyez les 40 scans acquis par un système TX8 de Trimble. Donc là on a notre petit chariot, on s'arrête, on fait une numérisation, puis ensuite on continue, on fait un autre point, et on va avoir une densité très 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 grande. Là on a une densité de l'ordre du centimètre, première dizaine de mètres. Donc on va tourner autour de l'ensemble des objets d'intérêt pour avoir la numérisation la plus complète. Et vous voyez, effectivement, on a des numérisations très fines, et notamment sur les édifices remarquables, où là on va pouvoir avoir utilisé toute cette densité d'informations pour restituer de manière la plus fidèle possible les objets que l'on observe, en particulier
dans ce cas-ci, sur un objet d'intérêt. La qualité de la vidéo n'est pas très bonne. Alors, il faut préciser, oui, il fait que la qualité de la vidéo, pour être capable de vous l'envoyer, de vous la streamer de manière fluide, a été... Donc, vous aurez aussi accès, on nous l'a dit, aux données haute fidélité. Tout à fait. Je passe la seconde vidéo. On va passer la deuxième vidéo, là, qui est acquise par un système de numérisation mobile. Alors, la couleur la couleur que vous voyez ici, c'est une composition colorée où l'intensité est relative à la rétrodiffusion du laser et la couleur est liée à la distance et à l'altitude de l'objet. C'est pas une vraie couleur. Hein. Donc là, vous voyez, là, on est sur la place Saint-Sulpice. Donc vous voyez un scan qui a été numérisé et qui dure pas plus d'une minute. Donc vous voyez d'ailleurs dans ce scan, on voit plus que de la géométrie, on voit aussi de la radiométrie. On est capable de voir tous les marquages au sol, on voit les détails, des pavés, etc., etc. Donc bien entendu, plus on roule vite, moins la densité de scan est grande, mais vous voyez quand même que sur les grands morceaux où on roule à la vitesse normale du trafic, on va avoir une densité extrêmement fine, même avec un système de numérisation mobile qui permet d'acquérir maintenant des à la seconde. La vidéo est terminée. Donc là, je crois qu'on avait prévu une séquence de questions. Tout à fait. Alors, à ce propos, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, je vérifie, mais non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, bah, écoutez, on va enchaîner. S'il y avait d'un seul coup beaucoup de questions, à ce moment-là, je vous préviendrai et puis on en prendra une première partie. Voilà. N'hésitez pas à utiliser le module de chat, posez vos questions pour nous les poser. Je me ferai un plaisir de les reformuler à l'oral. Donc nous allons passer maintenant au lot concernant l'extraction d'informations de manière automatique, l'extraction d'informations et la modélisation, reconstruction 3D de ce qu'on observe à partir dans nos données de numérisation mobile ou statique. Donc là, les méthodes qu'on va vous décrire sont, on a cherché à développer pour qu'elles soient capables de travailler de manière générique sur l'ensemble des données de numérisation. Quelle que soit leur typologie ou quelle que soit leur densité, etc. Donc, un des verrous principaux de la numérisation 3D urbaine, bien entendu, ça je pense que vous êtes tous au fait de cela, c'est la capacité de mise à jour de la donnée que l'on acquiert, que ce soit pour des modèles 3D ou pour des données numérisées que l'on voit ici. Et donc, nous avons fait un travail important dans le consortium de regarder ce qu'on pouvait faire sur la partie détection de changement 3D à partir de données numérisées brutes. Donc là, vous voyez des résultats de comparaison multidate entre des scans qui sont faits avec soit quelques minutes de passage quand on repasse dans le quartier par la même rue, ou voire quelques jours ou quelques mois ou quelques années, fonction de la densité temporelle des données que l'on a. Donc là, l'idée, nous avons développé des méthodes qui sont très robustes, qui vont être capables de pouvoir comparer et extraire des zones de focalisation de changement. Donc on va être capable de dire, là, il y a un vrai changement, là, c'est pas un vrai changement. Et notamment, une des difficultés, c'est d'être capable d'identifier les vrais changements et de les distinguer de changements qui n'étaient pas véritables, mais qui étaient plutôt liés à des variations de numérisation, à des différences de masques lors des différents passages. Donc là, maintenant, nous sommes capables de dire, là, c'est un vrai changement 3D, ou là, c'est un changement qui n'est pas un vrai changement 3D. Et donc ça permet de pouvoir, quand on fait ça de manière automatique, dire, on a dans la ville tel ou tel changement, donc on a telle zone de focalisation, et on en reparlera tout à l'heure, amener un opérateur, par exemple, sur telle ou telle zone, ou spécialiser ensuite un algorithme pour être capable de dire, j'ai trouvé ici des zones de focalisation, dis-moi maintenant si c'est une voiture, dis-moi si c'est un piéton, etc. Très bien. Juste, donc forcément, il y a beaucoup de questions à présent qu'on a passé le moment. Est-ce que vous souhaitez qu'on y réponde maintenant ou qu'on les traite plus tard? Bien sûr, peut-être, parce que ça concerne la première partie. Très bien. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. Donc, là, hop, voilà. Donc, la première question posée par Madame Françoise de Blomac, vous pouvez préciser les véhicules utilisés pour la capture des données, notamment le chariot,
Est-ce un produit industriel, un prototype? Quel capteur? Tout ça. Alors le chariot c'est un système qui est industriel, hein, qui est développé par Trimble. Le laser que vous avez vu sur le chariot, c'est un laser TX8 de Trimble. Et le chariot lui-même est un accessoire, il me semble, pour ce système TX8. Donc oui, c'est quelque chose que l'on peut utiliser, acheter et utiliser. D'accord. Merci. Question suivante, donc posée par Alexandre Kurt, donc de Vaniova System France. Bonjour, vous avez testé les drones pour acquérir de la donnée. Avez-vous testé les drones pour acquérir de la donnée? Et pour faire un modèle 3D complet, certaines données ne sont pas visibles depuis le véhicule, le toit, etc. Alors la réponse est est-ce qu'on a testé les drones pour acquérir de la donnée dans le cadre du projet? La réponse est non. En dehors du cadre du projet, certains partenaires ont travaillé sur l'acquisition de données avec des drones. Mais il faut bien dire que l'utilisation des drones en ville pose tout un tas de problèmes. Oui. Il y a une législation qui est très sévère là-dessus. Donc, OK, pour pouvoir travailler sur un bâtiment, notamment un édifice remarquable, et quand on cherche à acquérir de la donnée de manière systématique et à très large échelle, ce n'est pas envisageable de pouvoir faire du drone, en tout cas aujourd'hui, avec la législation en ville. Très bien. Merci. Question suivante posée par monsieur Marcelin Prudhomme, donc de l'IGN, un de vos collègues. Combien de véhicules par jour de collecte seraient nécessaires pour lever toutes les villes de France? Alors, c'est une bonne question. Faire des calculs. Là. Alors, si on prend les routes de classe 1, 2, 3, 4, 5, il me semble, ça doit faire 1 million de kilomètres linéaires. Et il faudrait, si on prend, enfin, ça dépend de l'organisation, mais avec 4 ou 5 véhicules, on peut numériser en 3-4 ans l'ensemble du réseau classe 1 à 5. Bon, bah, vous avez répondu en plus. Merci. Très bien. Donc ça fait quand même pas mal de bail devant nous, enfin devant vous. Ensuite, question suivante posée par Madame Florence Jacquinot, donc de l'université de Jean Monnet à Saint-Étienne. Hop, la question. Voilà. Vous avez parlé de l'intérêt des technologies de géoréférencement précis pour les plans à produire pour la cartographie des réseaux enterrés, notamment des ICT. Pourriez-vous développer ce point, préciser ce que vos travaux peuvent apporter à cette problématique, levée en cours de chantier urbain par exemple? Ou pas? Alors, la question est, enfin, il me semble, est double, mais je vais essayer d'y répondre. D'accord. Donc pour la logique des TDICT, l'idée c'est là de pouvoir acquérir une donnée de référence, plus qu'un plan de référence, mais une donnée de référence sur lequel on va pouvoir recaler un ensemble de plans qui ne sont pas à une qualité de type compatible des TDICT. Bien entendu, si on a des plans qui sont déjà compatibles des TDICT, on peut recaler la donnée de numérisation mobile sur ce plan-là. Donc là, l'idée des technologies que l'on développe, c'est d'être capable de pouvoir avoir ce qu'il faut pour être capable de s'adapter au contexte local. Mais l'idée, c'est toujours quand même d'arriver à avoir un fond de plan, je reparle dans la deuxième partie, qui va permettre de pouvoir recaler notamment ces différents plans si ces plans ne sont pas déjà compatibles des TDICT. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Une question également de monsieur Richard Pasquet du CEREMA. Est-ce que vous avez envisagé de présenter ces techniques et exemples au congrès M mondial ITS 2015 à Bordeaux? Excusez-moi si j'ai écorché le nom du congrès. Alors, la réponse est oui. Alors, ce n'est pas la finalité du projet, mais par contre, effectivement, certains des partenaires du projet travaillent sur l'acquisition de ces données et la mise en forme, notamment, enfin l'extraction d'informations dans ces données, d'objets, par exemple, j'ai parlé de la mer visuelle tout à l'heure 3D, des panneaux et des marquages. Ces objets-là sont clairement également des objets qui vont permettre des bases de données qui vont permettre à des véhicules soit autonomes ou soit des véhicules normaux pour pouvoir proposer
des services de navigation autonome ou d'aide à la navigation. Donc là où on va pouvoir avoir une caméra embarquée dans la véhicule, son iPhone par exemple, et pouvoir se recaler vers une localisation très précise en utilisant la base de données qui aura été faite à partir de ces données de numérisation mobile. Ou pareil pour la navigation autonome, d'être capable de produire un service de localisation 3D intègre, de précision continue, etc., etc. Très bien, merci. Question suivante posée par Monsieur Bertrand Goubert d'Auvergne Topographie. Alors, quid des affleurements de réseau cachés par le stationnement des véhicules et les relevés par mobile mapping ne seront jamais exhaustifs? Alors oui, il y a un morceau de la question que je n'avais pas répondu tout à l'heure, mais sur laquelle cela revient, donc ça va permettre de pouvoir très bien, de compléter. Alors, bien entendu, une donnée de numérisation mobile acquise depuis la rue n'est clairement pas exhaustive. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait des systèmes de numérisation, les systèmes de numérisation plus légers, donc vous avez vu un petit véhicule électrique que l'on va équiper de capteurs, lui permettra d'aller sur les trottoirs. Donc il permettra de compléter les numérisations du point de vue du côté du trottoir. Hein. Et donc là, ça permettra d'avoir, en tout cas sur le fond du canyon urbain, des données les plus exhaustives possibles. Alors par contre, il ne faut pas s'attendre qu'avec un système de numérisation mobile qui circule dans le canyon urbain, on soit capable de reconstruire les toits. Donc là, bien entendu, on a aussi des technologies qui existent et qui permettent à partir de prise de vue aérienne à très grande résolution, soit des images ou soit du lidar par exemple, de pouvoir reconstruire la géométrie très précise des toits, et éventuellement même des superstructures de toits. Donc il ne faut pas imaginer qu'une seule source de données permettra de répondre à tous les besoins, mais c'est plutôt dans la complémentarité de l'ensemble des données acquises qu'on va être capable de pouvoir répondre au plus grand nombre de questions possibles. Très bien, merci pour ces compléments. On va prendre encore deux questions. Une question donc de Monsieur Serge Faro de l'ENSA de Toulouse qui demande: avez-vous abordé le couplage du modèle 3D obtenu et la prise de vue photographique pour un rendu photoréaliste? Alors la réponse est oui. La réponse est oui, notamment quand je parlais tout à l'heure d'interopérabilité, quand on va recaler une numérisation sur un modèle 3D. Alors une des applications possibles de ce recalage, c'est d'avoir des images qui vont être bien recalées, l'image acquise par un système de numérisation mobile, qui vont bien être recalées par rapport au modèle 3D pour pouvoir faire une texturation 3D de meilleure qualité. Donc ça, c'est une possibilité, mais c'est pas un des enjeux directs du projet. Mais le recalage en lui-même, la localisation en lui-même. Alors, ça, c'était pour répondre spécifiquement à la question-là, mais on va le revoir dans la partie suivante. D'accord. C'est que ce problème de texturation de modèle 3D de ville avec des photos, c'est quand on cherche à faire une seule texture par façade, pose tout un tas de problèmes insolubles, en tout cas de manière totalement automatique. D'ailleurs, on a des problèmes de masque. Et l'alternative par rapport à cela, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure dans iTown, on aura également, sur la technologie iTown, on aura également une vidéo là-dessus, c'est plutôt de faire une texturation à la volée dans la navigation avec l'ensemble des images dont on dispose. Hein. Et c'est clairement ce que l'on peut faire de mieux, parce qu'on ne peut pas inventer là où on n'a pas d'informations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est montrer des techniques de rendu basé image qui vont nous permettre de pouvoir naviguer dans le modèle 3D avec l'ensemble des données de numérisation mobile acquises. J'en parlerai tout à l'heure. Très bien. Du coup, là, on a dit qu'on prenait une dernière question. Ensuite, on va reprendre la présentation. Donc, une question de Monsieur Carlos Salguero, dit Claves. Avez-vous développé des algorithmes pour générer des primitives à partir des nuages de points et ainsi optimiser le stockage en base de données et permettre l'analyse spatiale des données 3D? Alors, on a développé des algorithmes pour générer des primitives qui peuvent être ensuite, qui sont associées aux données pour pouvoir réaliser des services spécifiques comme le recalage. Hein. Par contre, de toute façon, on garde toujours les données brutes et on les garde à un format qui est extrêmement compact. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est que ce que donne un système de numérisation mobile, par exemple, avec un laser, hein,
quand on a une numérisation laser, ce que donne le laser, ce sont, pour un angle donné, une mesure de distance. Et ce que l'on fait, c'est qu'on stocke cette mesure de distance et cet angle, et on va régénérer à la volée les coordonnées x, y, z des points à partir de cette donnée brute. Donc, pour ne pas faire des recopies systématiques de l'ensemble des données. Et si on applique recalage sur les données, on ne va pas recalculer les x, y, z. Ce qu'on va faire, c'est garder les données brutes et avoir des ensembles de transformations qui vont s'appliquer à des nœuds régulièrement espacés, par exemple, le long de la trajectoire du véhicule. Très bien. Merci. Il y a encore des questions, mais on les reprendra tout à l'heure. Là, on va reprendre le cours de votre présentation. Donc, Monsieur Paparoditis, voilà, donc je reprends. On s'est arrêté là, me semble-t-il. Alors, on a vu tout ce qui était détection de changement 3D entre des numérisations laser multidate pour avoir des zones de focalisation. Quand on n'a pas de multidate, quand on a, par exemple, simplement du monodate, donc une acquisition à une seule date, on peut être capable d'extraire des données LIDAR, être capable de segmenter, faire une analyse de la scène, pour être capable de reconstruire un ensemble d'objets. Donc là, vous voyez, on est capable de pouvoir extraire de l'ensemble des numérisés la façade, le sol, les bords de trottoir, l'emprise du bâtiment au sol, les obstacles, et les obstacles sont ensuite spécialisés pour déterminer si ce sont des poteaux de tel type ou de tel type, si ce sont des barrières, si ce sont des motos, si ce sont des piétons, si ce sont des voitures, si ce sont des arbres. Donc là, on a des méthodologies qui sont très efficaces pour pouvoir faire ça, et comme vous allez voir juste après, aussi qui passent à l'échelle. Hein. Dans notre jargon, le passage à l'échelle, c'est qu'ils sont capables de traiter de manière relativement efficace des très très grands volumes de données pour acquérir, ça c'est un petit peu l'idéal, pour traiter en une nuit ce que l'on acquiert en un jour. Alors une fois par exemple que l'on va extraire sur la planche précédente là un objet spécialisé qui est des bords, qui est le sol, hein, on va pouvoir se spécialiser sur les bords de trottoir, vous avez vu sur la planche précédente, et notamment sur ces bords de trottoir, on va être capable de pouvoir extraire avec des méthodes de traitement d'image 3D la hauteur du trottoir, et même si ces reconstructions sont fragmentaires, parce que par exemple une partie du trottoir est cachée par une voiture, on va pouvoir reconstruire une ligne de trottoir continue en faisant de l'extrapolation avec des techniques classiques de type reconstruction de courbe de Bézier, spline, etc. Alors, ce qu'on cherche, là en partie, je vais rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure sur les DT, DICT, sur ce fond de plan de référence. Hein. Une des premières choses que l'on cherche à faire à partir de ces données de numérisation mobile, c'est également ce fond de plan. Donc là, vous voyez, on a développé dans le consortium des méthodes qui vont permettre de pouvoir reconstruire un modèle numérique de terrain et l'ortho-image associée à partir de données LIDAR, hein, ou à partir de données LIDAR ici colorisées avec les images qui sont acquises en plus du LIDAR sur le système de numérisation mobile. Et donc là, vous voyez, à gauche, on a un nuage LIDAR terrestre qui est colorisé avec les images. Bien entendu, ça demande que les images soient très très bien calées par rapport au nuage LIDAR. Donc ça demande une très très bonne calibration relative de l'ensemble des capteurs sur le système de numérisation mobile. Et vous voyez qu'à partir de cette colorisation, on peut être capable de générer toutes les vues que l'on souhaite, y compris bien entendu une vue orthographique, vue d'en haut, qui est un produit de type ortho-image. Donc là, vous voyez dans la vue, dans ces vues orthographiques, on a les arbres, mais on peut très bien générer la vue sous les arbres. Et donc à ce moment-là, on voit ce qu'il y a sur la voirie sous les arbres, ce qu'on ne peut pas faire par exemple à partir de l'aérien. Bien entendu, si j'ai une seule numérisation mobile et que j'ai des véhicules garés ou j'ai des cannes garées, bien entendu, à partir de la numérisation terrestre, j'aurai des parties cachées. Et bien entendu, l'information qu'on peut avoir à partir de prises de vue aérienne
à 5 cm est tout à fait intéressante et tout à fait complémentaire par rapport à ce qu'on va voir avec un système de numérisation mobile comme celui-ci. Alors, un des enjeux importants du projet, c'était un des verrous, c'est d'être capable de pouvoir passer à l'échelle. Passer à l'échelle, c'est capable de traiter les volumes de données et qu'on soit capable de les traiter en flux tendu, capable de traiter, on va numériser la journée et d'être capable de les traiter la nuit, pour imaginer que si on traite tous les jours, toutes ces données ne s'accumulent pas et qu'on soit dans un problème d'engorgement qui sera non soluble. Donc l'idée, effectivement, là, c'est de pouvoir paralléliser un ensemble de méthodes. Donc notamment, là, nous avons travaillé sur la parallélisation de la construction du modèle numérique de terrain et des ortho-images, mais également de l'extraction de l'information des nuages lidar, et principalement l'extraction des bords de trottoir que j'ai décrit précédemment, également aussi l'extraction des emprises de bâtiments. Ce qui permet de pouvoir traiter sans accumuler de données et avoir un pipeline qui va être sans engorgement. Alors dans le cadre de cela-ci, nous travaillons également, une fois qu'on a identifié des objets d'intérêt, donc on a détecté les objets, où on a détecté des changements, des objets qui sont apparus ou disparus entre les différentes acquisitions. On va pouvoir les reconstruire. Donc là, on développe tout un ensemble de techniques de reconstruction, enfin, modélisation de ces objets. Donc là, vous voyez des résultats de reconstruction, de reconstruction automatique d'objets de révolution, des candélabres, des poteaux, potelets en tout genre. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des méthodes qui sont automatiques. Mais bien entendu, ces méthodes peuvent être aussi semi-automatiques, comme on le verra dans le lot d'après, où l'opérateur peut désigner une zone, un objet, et l'algo peut ensuite reconstruire l'objet pour l'intégrer dans le système d'information. Alors ça, c'était pour les objets plutôt simples. Quand je dis simple, c'est pas péjoratif. Des objets individuels. Bien entendu, on cherche à dresser aussi dans le terrain mobilité la reconstruction d'objets plus complexes, comme le modèle, la carte, le plan de la voirie. Donc on cherche à reconstruire des plans de voirie qui soient de très grande qualité géométrique, ça on l'a déjà dit, mais qui soient aussi sémantisés et topologisés. Alors sémantisés pour être capable de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à un endroit de l'espace public. Par exemple, quand je suis sur un passage piéton, je suis à la fois sur un passage piéton, mais je suis aussi sur la route. Donc, certaines portions de l'espace public peuvent être partagées. Donc là, bien entendu, dans la sémantisation de ce modèle de voirie, on cherche, bien entendu, à caractériser ces sémantisations multiples. Quand je parle de topologiser, c'est qu'on veut avoir une carte de l'espace public sur laquelle on peut faire du calcul. Et pour pouvoir faire du calcul, on a besoin d'avoir une très bonne gestion topologique, donc de savoir qu'un passage piéton est connecté exactement à un îlot, enfin 2 îlots, un de chaque côté, etc., pour pouvoir réaliser les services de calcul d'itinéraire. Donc là, vous voyez dans ces travaux-ci, on va récupérer un ensemble d'objets qui ont été extraits à partir de méthodes développées dans ce lot, d'objets spécifiques. On a des experts pour construire des objets particuliers, notamment, on l'a dit tout à l'heure, les panneaux, les marquages, mais être capable aussi d'extraire les pitons, les potelets, le modèle numérique terrain fin de la route et des trottoirs. Alors bien entendu, ces informations sont incomplètes. Donc pour les trottoirs, par exemple, bien entendu, le long des trottoirs, des voitures sont garées. Donc quand on va extraire de manière automatique les bords de trottoir, ça ne sera pas totalement complet. Et donc là, on développe des méthodes de reconstruction 3D procédurale qui vont chercher à reconstruire de manière globale l'ensemble de la carte sémantisée, topologisée de l'espace public, utilisant des données fragmentaires qui sont utilisées par tous ces experts. Donc ce qu'on va faire, c'est partir notamment du référentiel à grande échelle, de l'IGN, donc là où on n'a que des linéaires,
et on va chercher à dilater ces linéaires pour en faire des surfaces, mais qui vont s'ajuster sur les bords de trottoir. Et on va chercher ensuite à redécouper ces surfaces de manière à pouvoir retrouver les passages piétons, où là on aura des indices qui viendront de la détection des marquages, etc., 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 de manière à avoir une reconstruction globale de l'ensemble de l'espace public pour être capable ensuite de pouvoir, comme vous allez voir sur la planche d'après, pouvoir calculer. Donc de pouvoir calculer, notamment à partir de cette carte de l'espace public, des graphes d'itinéraires, ça on en reparlera dans la partie suivante, qui vont permettre de supporter des services de calcul d'itinéraires. Je passe la vidéo. Donc là maintenant on va passer à la vidéo. Donc de détection de changement 3D. Donc là vous allez voir dans la première partie de la vidéo, on est sur la numérisation acquise. Là on a un véhicule qui est un feu, et on a un système laser qui est tournant sur le véhicule. On est capable de détecter les objets 3D mobiles. On le fera aussi en statique pour être capable de pouvoir détecter les objets mobiles et avoir des informations sur des flux dans la ville. J'arrête. Non, c'était pas terminé. Donc, je redis là, non, sur la partie capture de données mobiles à partir de stations laser fixes ou éventuellement de laser mobile, acquis par un laser mobile sur le toit du véhicule, d'un véhicule. Et là, on a des comparaisons multidates de 2 scans. Donc là, vous voyez, la vidéo a été coupée. Je peux pas faire pause. La vidéo a été coupée. Bon, ce qu'on voyait bien, c'était la différence entre les vrais changements 3D et les changements liés à des masques différents entre les différentes numérisations. On le voit ici, les vrais changements, des faux changements liés à des masques. Et on voit qu'on arrive à très bien à identifier les vrais changements, les piétons, les voitures, mais également les motos et même des plus petits objets. La méthode est extrêmement robuste et permet de détecter des changements qui sont très très fins. Merci. Alors là, je vais passer rapidement sur la partie de navigation immersive. Donc on développe dans le cadre du projet, parce qu'on va le voir longuement sur la vidéo tout à l'heure, des systèmes qui vont permettre de pouvoir naviguer à travers le web ou pas dans les grandes notions mobiles qui sont acquises. Donc là, on a développé des technologies qui vont permettre de pouvoir naviguer, quel que soit le type de données, donc dans des données fixes ou dans des données mobiles. Et même quand on a des données fixes ou mobiles, être capable de travailler, soit quand on a uniquement un système qui donne des données LIDAR, ou des données uniquement images, ou des données qui sont à la fois LIDAR et images. Et ça, c'est une des originalités de ce qui a été développé. Et bien entendu, ces logiciels ne sont pas uniquement des logiciels de navigation, mais ce sont aussi des logiciels photogrammétriques, c'est-à-dire qu'ils permettent de pouvoir saisir de l'information 3D très précise. Alors bien entendu, donc on a des navigations qui sont des navigations immersives, et bien entendu, le moins qu'on demande à ces navigations immersives, c'est d'être capable de pouvoir répondre aux cas d'usage du projet, enfin, en tout cas les besoins notamment des collectivités, de voir leur espace public, mais capable de voir les données dont ils disposent déjà. Donc là, par exemple, on est capable de pouvoir intégrer par simplement drag and drop des données. Donc on prend un shapefile, on va le tirer dans l'application pour pouvoir voir ici en haut, on voit le territoire de la Casquie avec un shapefile où il y a une description de tout ce qui est de tous les trottoirs. Hein. Donc ça peut permettre de pouvoir constater les changements qui ont eu lieu entre le moment où le plan avait été généré et les données numérisation mobile acquises, et ça va permettre notamment de pouvoir aller saisir les changements qui sont observables directement dans la navigation. Et vous voyez en bas à gauche, bien entendu, à partir de cette navigation immersive, on peut également faire de l'augmentation de manière extrêmement simple, qu'on va pouvoir, encore une fois, là, on va avoir un éditeur 3D, un interacteur 3D qui va permettre d'aller rajouter
des objets, par exemple comme des abribus, comme des passages piétons, pour pouvoir faire faire une première amorce d'un travail de concertation sur un réaménagement technique, sur un réaménagement urbain, où on va regarder simplement comment on va pouvoir faire cet aménagement, et là, sans forcément avoir besoin d'avoir un modèle 3D pour pouvoir faire cela. Donc là, l'idée, on peut le faire uniquement à partir de numérisation mobile, donc ça fait qu'on a pas besoin d'avoir des produits qui ont un coût de production qui sont relativement importants. Et donc là, vous voyez, par exemple, des données en bas où on peut rajouter, par exemple, des bâtiments, on appelle ça des bâtiments très très hauts, pour regarder leur impact d'un point de vue visuel ou d'un point de vue technique sur leur environnement. On développe également des outils d'annotation et d'inspection systématique. Alors des outils d'annotation notamment pour tout ce qui est diagnostic PMR. Les personnes qui vont réaliser le diagnostic peuvent rajouter dans ces numérisations, dans ces navigations, des informations techniques pour leurs propres besoins, mais également pour le besoin des collectivités pour lesquelles ils font leur diagnostic. On a la possibilité également de faire de l'inspection. C'est notamment quand on va avoir des algorithmes de détection de changement 3D qui vont donner des zones de focalisation. Le système peut nous amener de manière systématique sur l'ensemble des objets et les autres pour être capable que l'opérateur puisse les qualifier, pour être capable de dire si là, ce changement, par exemple, ou un piéton, etc., qu'on n'a pas été capable de le faire, par exemple, automatiquement, ou quand on n'avait pas accès aux services qui permettaient de le faire automatiquement. Également, on développe des outils intelligents de saisie très précise. Donc là, vous voyez sur la vue à gauche, donc ça on le verra tout à l'heure dans la vidéo, mais je déplace ma souris et en temps réel, je vais pouvoir faire du snapping 3D pour être capable de pouvoir avoir accès à la mesure, enfin, à la largeur du trottoir ou à la largeur de la route, sans avoir besoin de faire de clics sur les différents objets. Ça, c'est extrêmement intéressant et ça, on peut le faire notamment parce que les technologies qu'on utilise pour ces navigations, notamment qui sont basées sur WebGL, donc sur des clients légers, vont pouvoir avoir accès à la carte graphique et pouvoir faire du calcul 3D à la volée. Et donc ça permet de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et maintenant, les capacités technologiques permettent de pouvoir envisager de tout nouveaux services. Là, vous voyez également qu'on a la possibilité de pouvoir d'avoir un opérateur qui va avoir la possibilité de dire là, j'ai tel ou tel objet, détourer un objet par exemple pour dire là, c'est un poteau, ou là, c'est un morceau de plan 3D ou de façade 3D, et là, l'algorithme derrière, à partir de données 3D qui se trouvent derrière, des nuages de points 3D, va permettre de replonger cette saisie 2D en 3D utilisant l'information 3D. Également, donc là, c'est la continuation de ce que je disais tout à l'heure. Donc, on est capable de pouvoir reconstruire. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a des méthodes pour pouvoir reconstruire de manière automatique cet espace public de manière globale. Alors, bien entendu, les règles de reconstruction procédurale ne sont pas universelles. On a du mal à avoir des règles qui vont décrire toute la spécificité des cas rencontrés sur les espaces publics. Donc, bien entendu, on a besoin d'avoir des outils pour être capable de retoucher localement par un opérateur pour être capable de compléter la saisie et la reconstruction de l'espace public de manière topologique, sémantisée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et une fois qu'on a cette carte sémantisée de l'espace public complétée, on va pouvoir générer, comme vous le voyez à droite là, de manière automatique, un graphe d'itinéraire qui va intégrer notamment les obstacles. Et on verra là tout à l'heure que ce graphe d'itinéraire va permettre de pouvoir supporter tous les services développés autour du calcul d'itinéraire. Il y a la vidéo. Et donc la vidéo d'ITARMS, pour terminer cette partie-là, qui permet de faire aussi de la navigation aérienne, mais c'est pas ça la partie principale pour ce projet-ci. Donc là, vous voyez, on a une numérisation qui a été faite avec un système hybride laser-image. Donc là, on a une acquisition de panoramique, mais on a aussi une acquisition de base stéréoscopique à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc là, la qualité, encore une fois, est dégradée. Hein. Vous aurez accès à la vraie qualité des images dans les vidéos que vous pourrez avoir, enfin, que vous aurez à disposition sur votre site. Bien sûr. Alors, ce que vous voyez ici, donc, c'est une navigation dans les vues immersives, mais c'est une navigation dans les vues immersives utilisant la 3D déjà existante. Et donc là, notamment, on utilise par exemple le référentiel à grande échelle de l'hygiène qui existe sur tout le territoire.
Et en fait, on n'est pas que dans une navigation de vue immersive, on est dans une navigation d'un modèle 3D local sur lesquels sont projetées les vues immersives. Hein. Ce qui fait qu'on va pouvoir naviguer dans un modèle 3D, c'est-à-dire qu'on peut sortir de la trajectoire du véhicule pour pouvoir avoir accès, pour avoir une meilleure compréhension de l'espace dans lequel on est en train de naviguer. Donc on est capable de pouvoir naviguer extrêmement rapidement dans la ville. On a la capacité, bien entendu, de changer la dynamique d'affichage des images. On peut intégrer des points d'intérêt dont peuvent disposer les collectivités ou il y a des bases de données aussi en open data, comme les GeoNames qu'on voit ici, qui sont accessibles. Donc on peut s'interconnecter, interopérer avec des bases de données externes, des adresses, bien entendu, etc., pour accéder le plus facilement possible à tout point dans la ville. Là, on voit bien qu'on est sur des modèles 3D. Donc, on a un petit peu... donc, bien entendu, je ne vais pas insister là-dessus, mais on est sur des vrais modèles 3D avec la technologie WebGL de pouvoir faire du calcul. Hein, on montre de manière assez ludique, on peut faire neiger, mais on peut faire du vrai calcul de simulation à la volée. Donc là, vous voyez d'ailleurs qu'on fait du vrai calcul. En fait, pour avoir un vrai modèle 3D qui soit propre, à partir des références à la grande échelle, on va extruder notamment les limites de gouttière sur un modèle de sol que vous voyez là, vous voyez en bleu et en rouge. À la volée, on va reconstruire ce modèle de sol pour être capable d'extruder les limites de gouttière là-dessus. Hein. Bien entendu, si on a des modèles 3D beaucoup plus précis, on n'a pas besoin de le faire, et à ce moment-là, on a dans la base de données ces modèles 3D sur lesquels on va pouvoir faire cette texturation à la volée. Alors, vous voyez maintenant qu'on a la capacité, bien entendu, d'accéder aux données LIDAR. Hein. Donc là, on a un chargement à la volée des données LIDAR qui sont acquises par le véhicule en plus des images. Donc là, vous voyez une densité qui est quasiment de l'ordre de 2 à 3 cm dans les deux dimensions. Alors bien entendu, quand on va charger, comme ces volumétries est très importante, on va charger grossièrement, puis ensuite on va raffiner autour de la position à laquelle on est. Et on est capable d'interagir de la même manière. On a un modèle 3D qui est derrière, donc quand on clique un endroit pour y aller, on y va, qu'on y soit en pur LIDAR, en pure image. Bien entendu, on peut interopérer ces données LIDAR terrestres avec des données LIDAR aériennes si on les a, comme on peut le voir ici. Mais encore une fois, là, on est dans une logique, bien entendu, d'intégration des différentes sources de données, une espèce de mashup, on est capable de pouvoir naviguer dans les données que l'on a. Alors, on est capable également de pouvoir augmenter ces navigations d'objets. D'objets, là vous avez vu, ça peut être des vidéos, ça peut être des images, des pages Wikipédia, mais également là sur des applications plus techniques, être capable de les augmenter avec des objets 3D. On a un éditeur 3D sur lequel ici on peut déplacer les objets. Là, ce qu'on montre, c'est preuve de concept de l'intérêt de ça. Et vous voyez qu'on est capable d'intégrer des objets 3D dans une navigation, dans une numérisation 3D, et de pouvoir faire le plus de... Enfin, d'être capable de couvrir le plus grand nombre d'applications. Je pense qu'on peut arrêter là. On était applications et services. Bon. Alors, je vais vous parler plutôt des applications services. Donc, à partir d'une idée initiale qui est sur quelques grandes applications, on a raffiné sur un certain nombre de démonstrateurs des techniques développées dans le projet. Donc, il y a une grande application qui a été à l'initiative du projet, qui est être capable de créer un diagnostic d'accessibilité PMR. Mais à partir de l'ensemble des données saisies, on peut avoir d'autres résultats, comme automatiser des enquêtes de stationnement en détectant les véhicules qui sont présents ou qui s'en vont. On peut faire de cartographie des flux piétons, on peut faire du calcul d'itinéraire, on peut donner une indication sur la dégradation du mobilier urbain. On a déjà vu des applications de mesure en ligne ou des applications de saisie en ligne. Bien entendu, de la mise à jour de cartes ou
éventuellement détecter si un trottoir est encombré par des objets qui ne devraient pas être là. Donc, je vais parler de différents niveaux d'application. Donc, on a un niveau basique, c'est exploiter dans SIG 3D les données produites. Alors, il y a différents niveaux de données. Il y a le nuage de Poincaré, il y a les objets qui ont été extraits de la donnée, et puis il y a des données plus sophistiquées comme la carte de voirie. Donc, du nuage de points, c'est des choses qu'on manipule déjà dans la SIG, alors plutôt des acquisitions aériennes de type LIDAR, mais qui sont souvent des acquisitions de 5D. Là, on a vraiment une base à l'échelle de la ville, une base de données 3D de points qui peut être intégrée dans le SIG, tout comme les autres données, au même titre que les couches vectorielles, que les couches images, que les couches modèles de terrain. Et donc, on va pouvoir travailler sur ces données comme on travaille avec les autres, c'est-à-dire les importer, les reprojeter, utiliser des filtres dessus, faire de la symbologie, faire des exports, des mesures, etc. Donc, c'est vraiment l'idée d'intégrer ces nouveaux types de données comme un nouveau type de données dans les SIG 3D, en support de l'ensemble du reste de la donnée qui est présent, et puis d'être capable de faire des croisements entre ces données. Ensuite, à partir des résultats d'extraction, on a des informations sur le mobilier urbain, sur ces choses-là, qui vont pouvoir être croisées avec les informations de la ville pour voir s'il manque des objets, s'il y a des mises à jour à faire, etc. Et enfin, on a des profils détaillés de la voirie qui permettent d'avoir des modèles de voirie qu'on va exploiter de manière très détaillée en créant des profils, en créant des cartes de pente, en ayant une exploitation de la donnée pour gérer sa donnée de voirie. Alors, voilà. Donc, une application plus complexe qui est le diagnostic d'accessibilité. Donc, ça correspond à une nécessité pour les villes de se mettre en conformité avec la loi d'égalité des chances 2005 et donc d'être capable de mettre en conformité la voirie avec des critères d'accessibilité. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de critères physiques qu'on est capable de détecter automatiquement, comme des largeurs de passage, des pentes, des dévers, la présence d'obstacles, et donc de mettre en place des outils qui vont permettre de sortir ces informations et de les mettre en valeur pour faire un diagnostic. Voilà. Donc on récupère la hauteur des points de trottoir, comme expliqué tout à l'heure, en chaque point. On a un modèle 3D de surface qui permet d'extraire des pentes sur la voirie. On a, à partir du modèle topographie de voirie et des obstacles, un graphe des déplacements possibles. Et en croisant toutes ces données, on va réussir à enrichir le graphe d'informations liées à la mobilité, liées aux pentes, liées aux largeurs de passage, et donc être capable de détecter les endroits qui posent problème sur la voirie. Voilà, donc là on a un exemple de visualisation où on voit la donnée nuage de base dans le SIG 3D, et on a les chemins qui montrent les déplacements possibles. Et en fait là, au niveau des passages piétons, on a détecté les endroits où il y avait des passages piétons, où il fallait monter un trottoir, et les endroits où la hauteur de trottoir était trop élevée pour qu'on puisse passer. On a aussi colorié les largeurs de passage pour savoir les endroits où on pouvait circuler ou pas, par exemple avec un fauteuil roulant. Et donc l'idée, c'est, en croisant ces données, de générer à l'échelle de la ville ces indicateurs qui sont capables de s'adapter à différents types de critères ou différents types de mobilité, et pour ensuite faire la saisie formelle des non-conformités et engager les travaux sur la voirie. Alors, un service encore plus évolué, c'est qu'à partir de là, on a des trajectoires, et donc des trajectoires où on a de l'information sur le déplacement, et donc là, on a travaillé sur la création de services de recherche d'itinéraires qui sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'intégrer, en plus du déplacement transport, le déplacement piéton. C'est-à-dire qu'on va être capable, et non seulement le déplacement piéton, mais le déplacement piéton en intégrant des profils de piétons. C'est-à-dire être capable de dire, moi je suis capable de monter telle hauteur de trottoir, de passer sur telle largeur,
et on va faire le calcul d'itinéraire en tenant compte de ces aspects-là. Donc il y a certains aspects qui sont liés localement à un problème technique pour passer un trottoir, et puis il y a des aspects plus globaux qui sont de pénibilité sur des lignes de vie cumulées, par exemple. On peut supporter une certaine pente, mais sur un certain trajet, ça va s'accumuler, on va essayer de trouver des trajets qui sont plus plats. Voilà. Et un autre exemple d'application, c'est à partir de toutes ces données extraites, c'est lorsqu'on fabrique des visualisations immersives de l'espace public, donc des visualisations plus, on va dire, plus de présentations plus attractives, on va intégrer dans ces présentations de la géométrie d'acquisition réelle, que ce soit sur la géométrie de la voirie, sur la signalisation, sur les textures qui vont s'inspirer de l'état de surface de la voirie, et donc faire vraiment une visualisation qui corresponde à une situation réelle et pas une fiction. Alors, je vais vous parler rapidement des expérimentations. Donc, on travaille avec 3 collectivités. Donc, alors pour l'instant, sur laquelle on a défini des zones de travail. Donc, à Paris, dans le quartier Saint-Sulpice, qui est une bonne partie du 6e arrondissement, il y a une zone de travail place de la République, qui vient nouvellement d'être refaite. Et il y a une grande zone sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, où là, justement, qui est adaptée au transport, par exemple, vu qu'on a une large zone. Donc, il y a déjà de nombreuses acquisitions qui ont été faites. Donc, tout à l'heure, vous avez vu une vidéo sur la place de la République en scanner fixe. Il y a des acquisitions mobiles qui ont été faites autour de la place Saint-Supplice. Sur la communauté de Saint-Quentin en Yvelines, il y a 28 km de lignes NR qui ont été saisis. Et on a commencé à déployer petit à petit les applications sur ces données qui étaient les données des zones d'expérimentation. Vraiment travailler sur l'échelle des territoires qu'on a définis. Donc l'ensemble des applications et des données d'expérimentation vont être intégrées, comme l'a dit Nicolas, sur 2 plateformes. Donc il y a le SIG 3D et l'X3D, où on va intégrer certaines applications, et l'autre plateforme, c'est iTunes, qui est une plateforme en ligne, sur laquelle d'autres applications sont déployées. Voilà. Donc il y a une petite vidéo qui combine une vision de l'intégration dans LX3D, donc du SIG, des données SIG de Saint-Quentin en Yvelines, et des 28 km acquis du nuage sur la zone. Donc on va voir qu'en fait, on a un nuage recalé, donc on a une correspondance entre la donnée SIG sur le mobilier urbain, sur les arbres, sur les routes, etc., et le nuage qu'on voit. Donc en couleur, c'est le SIG, et ce qu'on voit par exemple, toute la signalisation, ça provient directement du nuage. Donc on travaille simultanément sur différentes sources de données. Donc ici, on a une visualisation de l'application sur le diagnostic d'accessibilité, où on a mis en évidence les hauteurs de trottoir, les largeurs de cheminement, et ce qu'on va voir là, c'est ce qui a été calculé au niveau des passages piétons, c'est-à-dire les endroits où le trottoir, sur les trajectoires de cheminement, pose problème. Alors, pour conclure, je vais donner un état d'avancée des travaux. Donc, on a encore un an de projet devant nous. Là, on va livrer les premiers démonstrateurs et lancer la première séquence d'expérimentation sur des aspects enquête de stationnement, détection de dégradation du mobilier urbain et la saisie en ligne de non-conformité. Et on travaille progressivement à l'intégration complète de l'ensemble des algorithmes et des chaînes de traitement sur les 2 plateformes du projet. Donc on aura une deuxième séquence d'expérimentation en fin d'année et enfin une séquence finale en 2015 qui exploitera l'ensemble des résultats du projet. Très bien, merci pour cette présentation. Donc on va revenir aux questions. Donc il y en a à nouveau quelques-unes qui ont été posées. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Il me semble que c'était monsieur Jonathan Renaud qui avait posé la question à laquelle on s'était arrêté pour reprendre la présentation. Donc je pense que ça s'adresse à monsieur Paparoditis. Comment ces données seront mises à disposition pour les différents acteurs du BTP, architectes, ingénieurs? Est-ce à la charge des villes ou au cas par cas selon les projets? Je reste sur la thématique bâtiment. Alors là, dans le projet, on travaille plutôt sur la partie méthodologie, technologie.
pour montrer qu'effectivement on est capable de pouvoir déployer cette technologie. Après, ça va dépendre maintenant que les technologies, on le voit, sont mûres, de voir comment on va pouvoir proposer ça. Ça peut se faire via effectivement via des offres de services spécifiques à façon. Il y a peut-être des choses qui pourront se faire également via des collectes systématiques, mais tout ça, ce n'est pas encore calé. Et les expérimentations vont, je pense, en tout cas, nous permettre de pouvoir affiner ces scénarios. D'accord, très bien, merci. Une nouvelle question de Monsieur Richard Pasquet, donc du CEREMA. Les formats de rendu permettent-ils d'incruster des objets et de les représenter dans une maquette 3D pour présenter des scénarios d'urbanisme ou des présentations d'architectes? C'était avant que tu... Oui, c'est d'abord cette présentation. Donc la réponse est oui, mais encore une fois, il y a oui, mais puisqu'on est sur une logique aussi on est sur une logique effectivement de prototype très avancé d'un point de vue maturité technologique, mais par exemple, il n'y a pas tous les formats 3D qui sont supportés, mais il y a les plus grands, il y a 3DS, Collada, Obj, etc. Après, c'est des trucs très spécifiques, ça y sera peut-être pas, mais voilà, bon, ça s'enrichira au fur et à mesure. Très bien. Une question a été posée par Madame Sandra Polib. Alors cette question, c'était au moment de la vidéo sur la détection de changement. Comment ces données seront mises à disposition des villes? Ça rejoint votre première question. Donc là, la question, c'est, bon, si je comprends bien. Pas tout de suite, oui. Tout à fait. Voilà. Donc les expérimentations, encore une fois, nous aideront à affiner ce genre tous ces scénarios. Bien sûr. Question suivante de Monsieur Yann Vary Lécuyer. Quel serait le planning approximatif pour l'acquisition et le traitement, modélisation 3D plus texturation, de données sur environ 200 km de voirie en milieu urbain dense, et quel serait le coût approximatif? Le coût, c'est le nerf de la guerre. Quel serait le planning approximatif? Il ne faut pas oublier peut-être qu'on est dans un projet de recherche et développement là, hein, donc on a déjà des questions qui portent sur les applications commerciales qui seront développées peut-être dans 1 ou 2 ans. Donc, pas encore de visibilité là-dessus. Oui, pas facile de répondre. Pour le planning, il faut. Alors, bien entendu, la vitesse de circulation dépend du type de commune, de la densité urbaine de la commune dans laquelle on se trouve. Mais si je prends sur de l'urbain dense, comme Paris, on doit être sur du 15 km/h de moyenne. Donc 200 km, ça représente environ 2-3 jours d'acquisition, si on roule 6 heures par jour. Après, pour la texturation, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de ne pas être dans une logique où on va prendre les textures pour les mettre sur des modèles 3D. C'est que dans une navigation immersive 3D, pour pouvoir supporter aussi des outils, pour avoir des outils de saisie, c'est qu'on va être dans une logique de texturation à la volée avec les meilleures images dont on dispose. Donc on ne pourra pas faire mieux que ça. Après, si on veut faire de la texturation, ça veut nous dire qu'il faut faire de l'édition avec un infographiste qui va rajouter, par exemple, de la fausse texture derrière les arbres, etc., etc. Mais c'est pas la logique là. On est aussi on l'a pas dit dans le projet, mais on est aussi dans la perspective. On est en resté avec la charte 3D OK. Donc on produit des données, des modèles qui sont en accord avec ça. Donc on n'invente pas l'information. Donc là, ce qu'on sert, c'est l'information dont on dispose, hein, qui est l'information objective qui a été collectée. Donc on va être plutôt dans cette logique-là d'un point de vue sur la point de texturation, c'est texturation à la volée. Mais il n'y a pas d'édition, de retravail par l'infographiste parce que là, on n'est plus en accord avec la charte 3D OK. Charte qui est tout à fait disponible sur la communauté pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus. Merci. Question suivante posée par Laurent Charrier, donc de Saint-Quentin-en-Yvelines, justement. Avez-vous été confronté au problème de réserve sur le droit à l'image, en particulier sur la lecture des visages des personnes ou des plaques d'immatriculation? Alors, comme le disait Olivier Jonas, puisqu'on est encore sur un projet de RD, on n'a pas été confronté. Vous êtes jusque-là, oui. Ouais. Alors, il se trouve qu'en ce moment, on fait des acquisitions un peu plus larges. Donc là, on a eu des contacts avec la CNIL hein, pour essayer d'initier ce dossier.
Donc c'est en cours de discussion. Ça dépend vraiment de la méthodologie et du process. Donc bien entendu, je ne l'ai pas dit là, mais dans le cadre des outils que l'on développe, on a du floutage, puisque bien entendu dans les navigations immersives, si elles sont ouvertes au grand public, elles ne sont pas uniquement utilisées par les collectivités en intranet. Si c'est ouvert aussi au grand public, bien entendu, ça c'est clairement l'intérêt de la technologie. Effectivement, il faut flouter les visages. Donc on a des technologies pour flouter les visages. Par contre, ces technologies ne sont pas opérantes à 100%. Donc il y a besoin de proposer des outils en ligne pour que, de manière participative, les gens floutent les visages, soit les leurs ou soit ceux d'autres. Mais tout de même dans ce cas-là, on a quand même besoin de suivre les directives de la CNIL, qui sont de faire des déclarations préalables à l'acquisition. Donc c'est de faire des publications dans la presse locale, notamment pour dire qu'on va faire des données à un moment ou à un autre. Informé, oui. Et à ce moment-là, un citoyen peut aller est au courant, en fait, peut être au courant, enfin sera au courant. Effectivement, il y a eu des données qui ont été acquises et pour être vigilant là-dessus et éventuellement avoir accès via un point d'accès à consulter les données pour être capable de vérifier qu'il n'y est pas ou que s'il n'est pas flou, qu'il puisse se rendre flou préalablement à leur mise en ligne. Très bien. Bon, il y a quand même des possibilités. Une nouvelle question de Monsieur Laurent Charrier, toujours. Est-ce que les algorithmes de calcul de pente et autres calculs seront en libre accès après la fin de ce programme de recherche ou est-ce déjà le cas? Alors, ils seront libres. Alors, les algorithmes, ils seront en accès dans la solution logicielle qui les intégrera. Donc, c'est en fonction des partenariats qui pourront être noués entre les acteurs de recherche et les industriels sur la valorisation de la recherche. Ils seront en accès dans les produits. Donc, les résultats, alors, je ne sais pas si c'est pour lui qui parle, mais dans le cadre du projet, les résultats seront accessibles, bien sûr, aux collectivités qui ont participé. Par contre, au niveau logiciel, ce sera dans une étape d'industrialisation que ce sera intégré dans le logiciel. Voilà. Très bien. Mais... Merci. Nouvelle question posée par Emmanuel Daté, donc de Géodis BM. Quel objectif de diffusion pour l'IGN? Des productions de type nuage de points ou modèle photogrammétrique? Ou bien des objets vectoriels 3D? Ou bien un enrichissement de la BD topo 2,5D? Ou bien la création d'un nouveau référentiel vectoriel, RTGE? Plein de questions là. Je vois ça. Ce que je peux dire, tout ça bien entendu, enfin, ce sont des choses sur lesquelles on discute. Encore une fois, on est sur un projet de R&D ici, mais bon, il n'est pas impossible effectivement que certaines données, notamment des données brutes d'acquisition, constituent un des futurs référentiels de l'IGN. Mais alors, bien entendu, il faut voir aussi, ce que je dis, c'est aussi ça qui est important, c'est que même si l'IGN était amené à pouvoir acquérir, enfin, diffuser de l'information, ce serait une information qui serait acquise de manière probablement pas suffisamment régulière, en tout cas dans le cadre de ces référentiels, pour répondre à tous les besoins. Donc, faut plutôt voir ça comme étant dans une logique d'un écosystème où on va pouvoir avoir des données qui vont être très fines, qui vont être compatibles des TDICT, mais d'autres données qui seront acquises de manière plus régulière avec des systèmes plus légers, système stop and go développé avec un chariot, un système avec le véhicule électrique qu'on a vu tout à l'heure, pour pouvoir aller compléter des acquisitions et avoir beaucoup d'informations. Et encore une fois, on va être dans le cadre du projet sur de la technologie pour être capable de recaler de manière la plus précise, de manière automatique, ces données qui ont des fraîcheurs plus grandes sur des données qui ont des cycles de fraîcheur moins grandes et qui, elles, sont des données d'autorité et beaucoup plus précises. Donc c'est plutôt ça, on va dire, l'esprit aussi de ce que l'on fait là, qui s'intègre dans le développement d'un écosystème. Très bien, merci. Une question un petit peu à part de Monsieur Gilles Delpierre de RTE France, qui, donc voilà, désolé, ma question vient sûrement un peu tard, mais il voudrait savoir si votre projection est la projection Mercator. Là. Non, c'est pas ça.
Alors, les systèmes de référence dans lesquels les données, hein, notamment de l'indigène, mais ça, je veux dire, sont produites, c'est du Lambert 93. D'accord. Et encore une fois, on est sur la technologie, donc on peut produire des données Lambert 93, mais on pourrait le produire aussi si ce n'est pas l'hygiène. Hein. Après, nous, autre chose. On projette dans d'autres systèmes Voilà. si nécessaire, hein, c'est ce qu'on a déjà fait. Mais... Via le SIG, ça peut être transformé, ou via d'autres outils, ça peut être transformé. Après, c'est une donnée qui est manipulée justement comme d'autres données dans les SIG. Très bien. Et on va prendre une dernière question, donc posée par Rémi Jean Desbos. Donc l'acoustique et conseil. À ce stade, êtes-vous déjà en mesure d'assurer qu'il y aura une compatibilité avec les formats de modèles 3D, DW, G, SketchUp, excusez-moi encore si j'écorche des noms. Voilà. Alors je suppose que ça se réfère à la question sur l'augmentation, ou c'est peut-être pas la question sur l'augmentation, c'est la question des modèles 3D qui se trouvent derrière la navigation. Je demande à monsieur si vous voulez bien compléter votre question. Sur les modèles 3D, pareil, je peux sur la même réponse pour les deux. C'est que on traite des grands formats, mais encore pas de tous aujourd'hui. Hein. Donc du 3DS, oui, du DWG pour l'instant non. Voilà, mais ça, je veux dire à la rigueur, on traite du Collada, on traite des KML, etc. Mais, ça, je veux dire à la rigueur, c'est encore une fois dans la logique d'un écosystème. Bien entendu, on aurait intérêt effectivement à ce que les services soient développés. Pour pouvoir rendre, on va dire, le système le plus utilisable possible, donc étant capable de travailler sur le plus grand nombre de formats possible. Alors justement, dernière question donc de monsieur Jérôme Braquemont, donc de l'EMPANSA. À quels horizons temporels les solutions logicielles seraient disponibles? Toujours pareil. Hein. Alors il y a plusieurs solutions logicielles, donc c'est en fonction des solutions. Sachant que dans le cadre du projet, il y a déjà les plateformes qui sont utilisées, elles sont sur base de logiciels commerciaux qui existent. Donc il y a Trimble qui commercialise sa solution Scan Explorer, OneSpatial qui commercialise X3D. Il y a déjà des résultats du projet qui ont été intégrés dans ces solutions. Donc il y a des éléments sur l'extraction d'objets qui a été intégrée dans la dernière version de Scan Explorer. Dans la dernière version de X3D, on a intégré la gestion massive de nuages de points et l'exploitation. Après, tous les algorithmes qui sont développés, petit à petit, ils intègrent les solutions. Donc, c'est pas une date, tous les résultats de mobilité seront disponibles. C'est au fur et à mesure de l'industrialisation et des accords qu'on peut nouer avec les partenaires que les logiciels existants sont enrichis. Pour ce qui est d'iTunes, je te laisse répondre. Il y a un objectif à définir. Très bien, c'est parfait. Merci messieurs pour cette présentation des plus complètes. Je rappelle aux participants que vous avez la possibilité de poursuivre les échanges si vous aviez encore des questions à soumettre à nos intervenants directement sur la plateforme d'échange donc de la communauté 3D bâtiments et territoires. Donc vraiment n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de leur relayer les questions si nécessaire.